Nous avons estimé que la Covid-19 peut être qualifiée de pandémie. Pandémie n'est pas un mot à utiliser à la légère ou avec négligence. Une pandémie qui restera dans l'histoire comme étant la première à avoir bouleversé la marche du monde. Des changements brutaux que nous avons suivis de la Chine à l'Italie, en passant par le Brésil ou bien encore les États-Unis. Une crise que chacun a vécue à sa manière. Ça va? Vous savez jusqu'à quand vous devez rester en quarantaine? Jusqu'à vendredi prochain. Confinés ou bien en première ligne. Autant d'aventures humaines parfois exceptionnelles que nous avons voulu mettre en lumière. Le système n'a pas pu prendre en charge tous les patients. Il a fallu faire un choix. Et ils ont choisi de ne pas soigner les plus âgés. Nous sommes partis à la rencontre de ces anonymes qui ont joué un rôle dans ce scénario inédit. Unité 010, j'ai un patient avec des symptômes potentiels de Covid-19. Ok, bien reçu. Des tranches de vie aux quatre coins du monde pour mieux connaître leur motivation. Finalement, personne n'est en sécurité si tout le monde n'est pas en sécurité. Leur état d'esprit, leurs craintes, leurs doutes, leurs espoirs. Stopper la propagation du virus. Mais si les ravages d'un tel virus sur le corps humain devaient avoir un visage, ce serait sûrement celui de François. Ça fait 3 jours que je suis rentré à la maison. Je me sens encore très faible physiquement. Bon, il faut savoir que je mesure 1m96, plus de 100 kg. Et là, j'ai perdu 15 kg. Mon corps, il a du mal à supporter ma carcasse, quoi. Entre le moment où j'ai été pris par le SAMU et le moment où je me suis réveillé dans la salle de réveil aux urgences, j'ai plus aucun souvenir. Donc j'ai un grand blanc de 15 jours et j'ai l'impression d'avoir traversé un tunnel sans fin, quoi. J'ai été super bien pris en charge par les médecins de l'hôpital, les médecins, mais aussi la moindre aide-soignante. Tous les jours, je craquais différemment. Ils prenaient le temps de m'écouter, ils prenaient le temps de parler avec moi. On me dit: vous inquiétez pas, ça va aller, vous allez vous en sortir. Et ça fait tellement chaud au cœur que voilà, c'est incomparable, quoi. Gonfle le torse, voilà, et tu serres les omoplates derrière. François, victime d'un virus unique, aux caractéristiques uniques. Personne n'est immunisé. 98% des malades en guérissent, mais pour 20% d'entre eux, l'hospitalisation est nécessaire. Très vite, des foyers épidémiques apparaissent un peu partout dans le monde. En Europe, la ville italienne de Bergame a été la plus gravement touchée. Nous sommes le 23 mars et comme chaque jour, le glas rappelle qu'aucune famille n'est épargnée. Vous avez perdu des amis? Oui. Beaucoup? Non. C'est difficile pour vous, les plus anciens. Oui. Je ne me l'explique pas. Même les scientifiques ne nous donnent aucune réponse pour le moment sur le nombre de morts qu'il y a ici. Pour se rendre compte de l'ampleur de la tragédie, il n'y a qu'à lire la presse locale. Alors ceci est l'Eco di Bergamo, c'est le journal de Bergame, celui que tout le monde lit ici. Et depuis quelques jours, eh bien, le nombre de pages nécrologiques a fortement augmenté. Aujourd'hui, eh bien, c'est bien simple, j'en ai compté 10 dans le journal. 10 pages remplies d'annonces mortuaires. Nous avons dû ouvrir l'église et la chambre mortuaire du cimetière, car il n'y avait plus du tout de place dans les morgues et les chambres mortuaires des hôpitaux. Le nombre des morts à ce jour est vraiment énorme, et il est sans doute bien plus important que le nombre déclaré officiellement. Seuls les corbillards peuvent franchir les grilles du cimetière au rythme d'un enterrement toutes les demi-heures en l'absence des proches et membres de la famille.
Bergame, ville martyre, où faute de place dans les crématoriums de la ville, l'armée achemine de nuit des cercueils par dizaines dans les communes voisines. Même image à l'autre bout du monde, au Mexique. Ici, la détresse est si grande que des proches n'hésitent pas à pénétrer de force dans cette salle de l'hôpital et ouvrir un à un les sacs mortuaires pour identifier l'un des leurs. Car ici, les familles restent à la porte de l'hôpital. Les informations sont délivrées au compte-gouttes derrière les grilles. Ce dimanche, mon mari est tombé et s'est fracturé la hanche. Maintenant, on vient me dire qu'il a le Covid. Ils l'ont transféré en soins intensifs, je ne pourrai plus le voir. Mais il n'avait aucun symptôme, on était seulement venus pour sa hanche. C'est ainsi que cette femme apprend la mort de son mari. Ils m'ont laissé sans nouvelles de mon mari, c'est injuste. Ils les tuent là-dedans ou quoi? On est traités comme des animaux. Quelques rues plus loin, Yvette se prépare, non sans crainte, à endosser sa blouse d'infirmière. 17 ans à sauver la vie des autres. Aujourd'hui, c'est directement la sienne qui est menacée. Les soignants accusés de propager le virus tueur. On m'a attaqué plusieurs fois en me jetant de l'eau chlorée au visage, ce qui m'a empêché de voir mes agresseurs. J'ai même eu une infection de l'oreille. J'ai aussi un collègue qui était à moto avec son uniforme et qu'une voiture a fait exprès de renverser. Son cas est loin d'être isolé. Humiliation, insultes, des soignants expulsés des transports en commun ou bien de magasins jusqu'à la violence physique et les coups. Le phénomène est tel qu'un avocat est chargé de centraliser toutes les plaintes au nom du gouvernement. C'est dû à la peur, à l'ignorance, aux préjugés. Mais j'insisterai aussi sur la violence de la société mexicaine, qui a augmenté ces dernières années. Et ce n'est pas seulement celle des cartels de drogue, mais tout notre quotidien qui est devenu plus violent. La police a dû être déployée devant les hôpitaux et les personnels soignants ont reçu pour consigne de dissimuler le moindre signe distinctif. Quand je sors, j'enlève mon uniforme et je mets cette chemise normale. Parce que je ne veux pas qu'on puisse m'agresser. Je veux pouvoir rentrer chez moi tranquillement, sans me faire attaquer. L'autre quotidien des personnels soignants est bien la peur de ramener le virus à la maison. Paulina, médecin à Santiago du Chili, témoigne d'une situation à laquelle personne n'était préparé. Je file sous la douche avant de faire un bisou à mon fils. C'est effrayant de voir comme les médecins ne sont pas protégés. C'est comme si on envoyait des soldats dans les tranchées avec des fusils cassés. Les hôpitaux de la capitale chilienne accueillent 80% des malades du coronavirus du pays. Je n'arrive pas à respirer. Le manque de moyens est si criant que Paulina a dû elle-même acheter sa combinaison de protection. Dans les hôpitaux publics, il peut y avoir facilement 7 à 8 heures d'attente, et même plus. Le système de santé est saturé. Remettez votre masque. L'hôpital public est déplorable, et avec cette crise, il est encore plus vulnérable. C'est pour cela que nous voulons le défendre. Nous sommes prêts à nous battre, mais nous ne voulons pas en être les martyrs. Dans le quartier populaire où elle réside, les habitants gagnent bien moins que le salaire moyen au Chili. L'accès aux soins est difficile. Alors, une fois par semaine, elle donne des consultations gratuites. Paulina est une héroïne des temps modernes, une leader, un exemple à suivre pour les jeunes du quartier. En venant ici, j'apporte ma petite pierre à l'édifice pour améliorer la condition de mes voisins. De Santiago du Chili au luxuriant quartier de Beverly Hills, il suffit de partir à la rencontre du docteur Lévy pour se rendre compte que l'inégalité face aux soins est aussi une réalité que ce médecin français côtoie depuis 37 ans. Vous n'avez rien, vous avez des poumons sains. Donc c'est une bonne chose pour l'instant, il faut quand même vous protéger.
28 millions d'Américains ne possèdent pas de couverture maladie dans un pays où une journée d'hospitalisation peut coûter jusqu'à 40 000 €. On apprend très vite ici qu'on ne peut pas vivre sans une assurance médicale. En France, on a liberté, fraternité, égalité. Ici, il n'y a pas d'égalité. Quand le docteur Lévy rentre chez lui, même en famille, il se retrouve isolé dans la grande maison. Par sécurité, sa femme, ses 4 enfants et ses 10 petits-enfants n'ont plus le droit de l'approcher. Ma femme aurait souhaité que je ne travaille pas, mes enfants non plus. Ce n'était pas ma conception. J'aurais eu l'impression d'avoir abandonné mes patients qui me font confiance tout le reste du temps. Partout dans le monde, le virus va révéler au grand jour la fragilité des systèmes de santé. Les médecins n'avaient jamais connu ça. Le 11 mars, l'OMS parle désormais de pandémie, les hôpitaux sont débordés et les personnels de santé deviennent les tout premiers lanceurs d'alerte, comme à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où vient de mourir le premier patient atteint du virus en France. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores et déjà beaucoup plus même touchés que nous. Ça suppose de s'organiser à chaque étape sans doute différemment et on va devoir l'affronter au mieux. Le risque est grand parce que le système, en tout cas des hôpitaux publics, est actuellement, je dirais, en partie sinistré. En d'autres termes, les moyens qu'il faut injecter pour qu'il y ait des personnels pour s'occuper des lits, c'est des moyens qui sont urgentissimes. Les responsables politiques sont interpellés sur leur gestion de la crise. Il faut dire que les services d'aide médicale d'urgence saturent, comme ici, dans le nord de la France. Est-ce que vous toussez, monsieur? Est-ce que vous avez pris sa température? Est-ce qu'elle fait de la fièvre? Volontaires et étudiants ont dû renforcer les effectifs. Certains soignants viennent même travailler sur leurs jours de repos. Et si les hommes tiennent, parfois, les machines lâchent. L'informatique de service s'est arrêtée. Pas longtemps, puisque les ingénieurs sont immédiatement arrivés. Pourquoi? Simplement parce qu'il y avait tellement de dossiers que les disques durs qui nous permettent d'engranger les dossiers n'avaient plus assez de mémoire. On n'avait jamais imaginé qu'on puisse en arriver là en si peu de temps. Dès la mi-mars, l'épidémie s'emballe en Espagne. En 10 jours, le système craque dans les hôpitaux. Ces images de patients allongés à même le sol choquent tout un pays et bien au-delà. Ce qui me préoccupe, c'est cette erreur la plus marquante de toutes au niveau global. C'est que personne n'ait anticipé l'ampleur de la catastrophe qui nous attendait, même ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme très tôt. L'Italie, elle, est devenue le pays le plus touché du monde. Le 19 mars 2020, avec plus de 3400 morts, le bilan dépasse celui enregistré en Chine. Chaque jour, la cadence des ambulances augmente à l'hôpital Saint-Jean 23 à Bergame. Revêtus de leur tenue de protection, les habitants les ont surnommés les anges fantômes. Ces infirmiers héros qui sont parfois malheureusement aussi annonciateurs de mort. À Bergame, personne ne souhaite les voir arriver. Flambant neuf, l'hôpital compte 1000 lits. 500 sont occupés par les patients Covid-19, une centaine en thérapie intensive. Sur la façade, un immense dessin remercie le personnel soignant. C'est vraiment un beau dessin. Cela signifie beaucoup. Cela signifie tout en ce moment, car en fin de compte, nous sommes entre leurs mains. Toute la direction sanitaire de l'hôpital est positive au coronavirus. 30% du personnel soignant sont touchés, certains en réanimation, d'autres décédés. L'hôpital ne tiendra pas à ce rythme, affirme le docteur Dontiga, qui nous répond par Skype. Heureusement, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore vraiment dû choisir entre les patients. Laisser sans soins ceux qui, en temps normal, auraient été réanimés. Mais cela arrivera. Si le nombre de patients continue d'augmenter, le choix deviendra inévitable. Le virus peut avoir des conséquences bien plus importantes que n'importe quelle action terroriste. Et c'est vrai. Si le monde ne veut pas se réveiller et considérer ce virus comme l'ennemi public numéro 1, je ne pense pas que nous apprendrons de nos leçons. À ennemi exceptionnel, mesure exceptionnelle. Tout est parti de Chine, de la ville de Wuhan et ses 11 millions d'habitants. Le virus, qui tue 3 fois plus qu'une grippe saisonnière, 10 fois plus que le H1N1, à l'origine lui aussi d'une pandémie, se répand en un temps record auprès de la population.
La République populaire impose les premières restrictions et ne peut qu'avouer son impuissance. S'agit-il d'un nouveau virus, de sorte que notre compréhension de celui-ci est limitée? Nous ne sommes toujours pas sûrs des changements potentiels de l'épidémie. Nous ne maîtrisons pas encore totalement son évolution. Un virus inconnu, pas de traitement ni de vaccin disponible. La Chine opte pour une solution radicale, jamais envisagée dans le cadre d'une crise sanitaire: stopper la circulation des gens pour empêcher la propagation du virus. Le confinement strict des personnes est ordonné. Le 22 janvier, 3 villes de la région du Hubei sont placées sous quarantaine, soit près de 70 millions d'habitants. À Wuhan, par exemple, le foyer de l'épidémie, les habitants ont été soumis à un confinement total avec interdiction formelle de sortir de chez eux. Si les autorités ont réussi à contenir l'épidémie, c'est parce que la Chine est un régime autoritaire et pas sûr que les mesures draconiennes mises en place ici soient acceptées dans les démocraties occidentales. Et pourtant, la méthode chinoise sera appliquée dans la plupart des pays où le virus fait son apparition, à commencer par l'Italie. Le 9 mars, le pays tout entier est confiné. Le 15 mars vient le tour de l'Espagne, le 17 la France, le 18 la Belgique. L'Europe devient l'épicentre de l'épidémie. Puis très vite, ce sont près de 80 pays ou territoires dans le monde qui mettent en place des mesures de confinement, total ou partiel. Comme vous le voyez derrière moi, les rues de Londres sont vides et cela fait maintenant 3 jours depuis que Boris Johnson et son gouvernement ont demandé aux citoyens britanniques de rester chez eux pour un confinement total. En Tunisie, on est à quelques heures seulement maintenant du confinement général décrété par les autorités. À partir de demain, dimanche, plus personne ne pourra sortir de chez soi. Le 2 avril 2020, la barre symbolique du million de morts dans le monde est franchie. Ce jour-là, plus de la moitié de la population mondiale est confinée. Totalement impensable quelques semaines plus tôt, une première dans toute l'histoire de l'humanité. Qui aurait pu imaginer un dimanche de Pâques 2020 célébré à huis clos par le pape François dans une basilique Saint-Pierre vide? Aujourd'hui, mes pensées vont premièrement aux nombreuses personnes qui ont été directement touchées par le coronavirus. Les malades, les personnes décédées et les membres des familles qui pleurent la perte de leurs proches, à qui, dans certains cas, ils n'ont même pas pu faire un ultime adieu. Impensable également l'esplanade entourant la Kaaba à la Mecque, fermée aux pèlerins. Le lieu le plus saint de l'islam, désert. Le monde se referme sur lui-même de façon soudaine, comme à New Delhi, où la capitale indienne et ses 22 millions d'habitants se retrouvent confinés sans avoir eu le temps de s'y préparer. Les autorités annonçaient un couvre-feu d'une journée seulement. Avant de changer d'avis dans la nuit, le confinement durera plusieurs semaines. Si nous prenons ces mesures, c'est parce que nous devons arrêter la propagation du coronavirus. Si ce dispositif nous permet de sauver ne serait-ce que 10 ou 20 personnes, alors cela en vaut la peine. Plusieurs États indiens suivent dans ce pays de plus d'1 milliard d'habitants. Pris au piège, de nombreux résidents étrangers ou simples touristes doivent être pris en charge par les différents consulats. Les services sont en surchauffe, comme à l'ambassade de France à New Delhi. Plus de 500 appels par jour pour Hugo et son équipe. Au bout du fil, des Français inquiets qu'il faut rassurer. On a des gens qui sont paniqués, qui sont dans des petits villages, à des endroits où ils ne peuvent plus sortir et faire des courses eux-mêmes, où c'est les autorités qui leur distribuent de la nourriture. Donc des situations qui deviennent inquiétantes, anxiogènes, difficiles. Mais plus l'épidémie progresse, plus les étrangers sont pointés du doigt. Avis de mise en quarantaine obligatoire pour des touristes français, directement placardés sur les murs de leur hôtel. Ou pire, tamponnés sur l'avant-bras par des médecins venus les questionner. On a peur quand même que les Indiens ils commencent à être très racistes. Dans les rues de Mumbai, c'était des Indiens qui se bouchaient le nez, qui frôlaient les murs pour pas nous toucher. Ils nous expliquent qu'eux, ils peuvent pas l'avoir parce qu'il fait plus de 27 degrés chez eux.
que eux ils mangent pas de viande et que du coup c'est les étrangers qui le ramènent. Que l'on soit en Inde ou ailleurs dans le monde, la problématique reste la même. Les frontières sont fermées, les moyens de transport paralysés, à commencer par la quasi-totalité des avions cloués au sol. Là aussi, une grande première dans l'histoire de l'aviation commerciale. Résultat, des millions de voyageurs se retrouvent bloqués loin de chez eux, sans le moindre billet retour en poche. Peut-être la semaine prochaine, mais il n'y a rien de sûr. L'aventure de Laura et son compagnon s'arrête sans prévenir au Pérou. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on était sur un voyage au long cours de l'Alaska à la Patagonie et on s'est retrouvés à Cusco pour un volontariat il y a maintenant 1 mois. On a commencé à travailler ici, il y avait très peu de cas au Pérou et puis les cas ont un petit peu augmenté, 30 cas, 40 cas. Et au bout d'un moment, du jour au lendemain, le président du Pérou a pris une décision qui me semble très sage, c'est de mettre tout le pays en quarantaine d'un coup. Les aéroports ont également tout de suite été fermés. Et on est resté bloqué à Cusco. Il y a bien eu l'espoir d'un avion pour Lima, mais il a fallu faire demi-tour. Mehdi est venu pour une courte formation en France et pour lui aussi, le piège s'est refermé. Impossible de rentrer au Maroc, bloqué chez des amis à Paris depuis 8 semaines. Actuellement, on n'a aucune information de comment ça va se passer par la suite, ni de la manière avec laquelle on serait rapatrié. C'est comme si on est en détention provisoire. Chaque jour, il appelle les services consulaires, en vain. Vous êtes bien au consulat général du Royaume du Maroc à Pontoise. D'autres Marocains ont même tenté le trajet jusqu'au sud de l'Espagne. Là aussi, tout est bloqué. Ce retraité dort dans sa voiture depuis 2 mois. Je viens de France, j'ai fait 2200 km. Et une fois ici, on me dit « Retourne en France, refais 2200 km ». Je leur ai dit non, je vais rentrer au pays. Des situations qui virent parfois à la tragédie. Impossible, par exemple, pour Nicolas Mendy, d'honorer les dernières volontés de son père. Il veut être enterré dans son pays, le Sénégal, mais il a succombé au virus lors d'un voyage en France. J'ai toutes les décisions comme quoi que le cercueil de mon père peut aller au Sénégal. Mais il s'est trouvé que malheureusement l'État sénégalais, ils ont fait un embargo. Voilà, pour tout ce qui est des corps Covid. Ce document français autorise pourtant l'expédition du cercueil au Sénégal, à condition qu'il soit hermétiquement scellé pour éviter toute contamination. Mais Dakar n'en veut pas. Ils l'ont mis dans un cercueil en zinc hermétique. Après cette cercueil en zinc hermétique, de là, ils l'ont mis dans un cercueil en bois qui est scellé, fermé. Là, il y a quelque chose qui est là, un fardeau pesant, lourd, que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cette décision, en fait? Un monde à l'arrêt et impossible de rentrer chez eux pour 5 millions d'étudiants étrangers bloqués à travers le monde. Pour beaucoup, confinement rime avec arrêt des cours à la fac, fin des petits boulots qui financent les études et stress lié à la grande précarité que peut engendrer un virus inconnu. Si on chope quelque chose et on se retrouve dans la rue comme ça sans rien, on est face à la mort. Du coup, c'est vraiment très inquiétant pour nous. C'est dans ce climat que Wiza, étudiante algérienne, doit décrocher son diplôme, coincée dans un appartement de 20 mètres carrés à Argenteuil, qu'elle partage avec 2 autres étudiants. On se retrouve avec 2-3 cours en ligne en même temps. Chacun pose ses questions à son enseignant. C'est vraiment pas un climat qui nous laisse nous concentrer sur nos études. Et même dans des conditions plus confortables, l'éloignement de la famille est souvent pesant. Rassurer ses proches à distance, prendre de leurs nouvelles bien plus souvent qu'à l'accoutumée. Lo que yo escuché es que las fronteras con los países no europeos van a seguir cerradas. L'inquiétude est d'autant plus grande selon le pays d'où l'on vient. Modibo appelle sa mère au Mali 3 à 4 fois par jour. La crainte, c'est que si le coronavirus touche beaucoup de Maliens, je pense qu'on a assez souffert de la crise, de la guerre, de beaucoup de choses. Si ça vient s'ajouter encore, ça va être très, très difficile. Une ville confinée, ce sont de nouvelles règles qu'il faut faire respecter. En Israël, la traque aux contrevenants se fait grâce aux nouvelles technologies. Dans les rues désertes de Jérusalem, la police 2.0 patrouille à longueur de journée pour faire respecter l'impératif de confinement aux personnes susceptibles d'être porteuses du virus.
Nous nous dirigeons actuellement vers le domicile d'un individu dont nous savons qu'il revient de l'étranger. Selon la nouvelle loi, dans ce cas, il faut rester 14 jours en quarantaine. Devant cet immeuble, les policiers retrouvent des agents du ministère de la Santé. Ils contactent d'abord par téléphone la personne localisée. Vous vous trouvez actuellement en quarantaine, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes venus voir si tout va bien. Comment vous vous sentez? Vous pouvez vous mettre à la fenêtre, s'il vous plaît? Ça va? Vous savez jusqu'à quand vous devez rester en quarantaine? Jusqu'à vendredi prochain. Si vous avez des symptômes, vous appelez tout de suite les secours. 75 000 personnes ont été placées en quarantaine à domicile en Israël. Elles reçoivent toutes la visite de la police, sans exception. Il n'y a pas beaucoup d'infractions, environ 2% d'après ce que nous constatons. Et dans ce cas, nous transférons le dossier à la police. Les gens peuvent recevoir des amendes ou même faire l'objet d'une procédure pénale. Désormais, la police israélienne peut aussi localiser les personnes potentiellement porteuses du virus sans le savoir. Les services de renseignement sont autorisés à retracer les mouvements des citoyens grâce à leur téléphone portable. Il sera possible de récolter des renseignements sur l'historique des déplacements d'un individu porteur du virus durant les 2 dernières semaines. Ces renseignements seront ensuite croisés avec ceux d'autres personnes qui ont été en contact physique avec lui. Tous les moyens sont bons pour tenter d'enrayer la propagation du virus, même s'il faut limiter pour cela le respect de la vie privée. Il faut dire que dès le début du mois de mai, plus de 4 millions de cas sont recensés à travers le monde, dont 283 000 morts. L'Europe découvre la tragédie qui se joue dans les maisons de retraite auprès des plus vulnérables, les personnes âgées, comme ici en Belgique. Et la principale inquiétude des autorités, ce sont les maisons de retraite. Dans les chiffres annoncés hier, 40% des morts l'ont été dans ces établissements. Et la situation, eh bien, elle empire ici en cause un important taux d'absentéisme, des soins qui ne sont plus prodigués aux résidents. Certains chutent et ne sont pas relevés rapidement. D'autres pensionnaires souffrent également de déshydratation. Résultat, eh bien, c'est l'armée belge qui a dû intervenir dans plusieurs établissements. Les moyens de protéger les plus âgés sont extrêmement limités. Une fois le virus entré dans l'établissement, il est trop tard. L'Espagne, le 14 mai 2020, compte près de 18 000 morts dans des maisons de retraite, pourtant érigées en forteresse. Visite interdite. Marie-Vie patiente depuis 2 mois pour aller voir sa mère. Je sais qu'elle est au premier étage, mais c'est tout. La dernière information qu'elle a pu obtenir, c'était il y a 1 mois pour apprendre que sa mère est atteinte du virus, comme la plupart des pensionnaires. On était dans une angoisse terrible et on a appris que dans le personnel, certains ont continué à travailler alors qu'ils étaient malades. Je me sens trahie, mais aussi frustrée de ne pas avoir pu empêcher ces morts. L'armée mobilisée pour évacuer les corps des défunts et désinfecter les bâtiments. Les familles cherchent des coupables et déposent plus d'1 centaine de plaintes pour non-assistance à personne en danger. Il faut l'admettre, le système n'a pas pu prendre en charge tous les patients. Il a fallu faire un choix. Et ils ont choisi de ne pas soigner les plus âgés. Alors ils sont morts dans nos établissements. Et on dit que c'est nous qui sommes responsables. La situation n'est pas meilleure pour les retraités américains, surtout quand les pensionnaires sont quasiment livrés à eux-mêmes. C'est le cas dans cet établissement de Miami. D'habitude, on s'assoit ici et on discute tous ensemble. Mais maintenant, on ne peut plus faire ça. La vie est devenue bien ennuyeuse. On a peur que quelqu'un de l'extérieur contaminé par le coronavirus nous le ramène. Il y a 240 personnes âgées qui vivent ici. Mais bon, heureusement pour le moment, personne n'est malade. Les sorties se limitent à quelques minutes par jour et une fois dans le bâtiment, il faut se débrouiller seul. Les 3 employés de la résidence sont absents depuis le début du confinement. J'ai entendu aux infos qu'il fallait tout bien laver à cause du virus. Mercedes a 70 ans, originaire de Cuba. Elle a travaillé toute sa vie aux États-Unis. Veuve et atteinte de Parkinson, elle vit avec une maigre retraite de 700 €. J'ai dépensé plus de 70 € pour laver mon linge depuis le coronavirus. Ça me fait dépenser beaucoup d'argent. Nous, ici, nous vivons seulement sur les chèques de pension. Mais moi, j'ai de la chance parce que ma fille m'aide un peu. Comme 65 millions d'Américains, Mercedes est prise en charge par le système d'assurance maladie
gérée par le gouvernement américain. Et là, je lave mon masque. Je sais que normalement, il faut le changer tous les jours, mais j'ai pas les moyens. C'est 2,50 € l'unité. Son assurance maladie ne rembourse pas les masques. Elle ne prendrait en charge que 5 jours d'hôpital si Mercedes tombait malade du coronavirus. Une hospitalisation pourrait lui coûter plus de 50 000 € de sa poche. Tout est très cher ici. Les pauvres restent pauvres et les riches sont toujours plus riches. C'est indiscutable. Je ne peux pas tomber malade, c'est sûr, mais j'essaie de ne pas avoir peur du virus. Alors je prends beaucoup de précautions. Si je l'attrape, ça serait dû à la fatalité. La Floride est frappée de plein fouet par la catastrophe sanitaire. C'est l'État où est recensé le plus grand nombre de personnes âgées aux États-Unis. Sous les palmiers de Miami Beach, pour faire face à l'urgence sanitaire, les pompiers ont créé des brigades d'intervention spécialisées. Je n'ai jamais vu une situation comme celle-ci. Le nombre d'appels augmente chaque jour. Si la tendance continue, nous allons devoir mettre en place une seconde unité Covid-19. Unité 010. J'ai un patient avec des symptômes potentiels de Covid-19. Ok, bien reçu. La patiente est âgée de 62 ans. Elle a de la fièvre et une forte toux. On ne l'amène pas cette fois-ci. Faute de moyens, l'unité ne dispose pas de tests. Il faut donc prendre la décision seule. Le mieux, c'est qu'elle reste chez elle, à part si son état empire, et là on l'emmènera à l'hôpital. On essaie de ne pas surcharger l'hôpital en ce moment. On est ici pour faire le premier tri. Et si cette crise devait avoir un symbole, ce serait bien celui du masque. La pénurie dans le monde est généralisée. Juste en France, le 17 mars 2020, il ne reste que 110 millions de masques dans les stocks de l'État, contre 1 milliard 10 ans plus tôt. Ça commence à en énerver plus d'un parce que on nous laisse travailler avec des masques qui sont des vrais passoires et on attend toujours les masques FFP2 qui n'arrivent pas. Masques et autres protections de base qu'il faut fournir au plus vite aux personnes les plus exposées. C'est là qu'interviennent les makers, que l'on peut traduire par les faiseurs. Des anonymes d'Internet qui, du virtuel passant d'un temps record au réel, en réalisant gratuitement des objets bien concrets, comme ici au Maroc. Donc bonjour, je vous parle en direct des urgences pédiatriques de l'hôpital d'enfants de Rabat. Donc nous venons de recevoir des lisières de protection. Des protections conçues par des ingénieurs bénévoles et fabriquées aux 4 coins du Maroc par des citoyens engagés. C'est le cas de tous dans cette agence de publicité à Tanger. Ils ont cessé leur activité et se sont portés volontaires pour produire ces masques visières qui manquent cruellement aux médecins et aux infirmières. Tous gantés et sortis du confinement uniquement pour aider. On a fait des modifications en fonction de ce que nous ont dit les médecins. Le masque est 100% stérilisable avec les produits habituels de stérilisation. Notre but est d'atteindre d'ici 24 à 48 heures la production de 2000 masques. Soit plus de 1000 masques par jour. Des libraires ont aidé pour la matière première en offrant tout leur stock de plexiglas. Et partout à Tanger, des bénévoles s'activent. Dans ce modeste atelier de découpe plastique et métallique, Mohamed Abatoui travaille, lui, à la fabrication de pièces de respirateurs. Il collabore à distance avec l'Université des sciences et techniques de Tanger, qui a rejoint le collectif et mis tout son matériel à disposition, dont cette indispensable imprimante 3D pour fabriquer vite. On dispose d'un ensemble de technologies et on développe des systèmes qui peuvent rentrer dans des dispositifs d'assistance à la ventilation. Le collectif d'ingénieurs qui supervise le travail de tous ces bénévoles a été créé il y a 2 semaines. Il a lancé son appel à la solidarité sur Internet et fonctionne si bien qu'une antenne vient d'être lancée à Dakar, au Sénégal. Pendant ce temps, dans un local de Khartoum, Eba et ses camarades travaillaient aussi pour la communauté. Ce groupe d'étudiants en médecine et de jeunes salariés soudanais s'improvise fabricant de gel hydroalcoolique. Ces volontaires se sont formés sur le tas. Des médecins spécialisés nous ont montré comment faire du gel hydroalcoolique. Et ensuite, on a appris des uns des autres. Chaque jour, il sort plus de 1000 flacons de ce petit laboratoire, distribués ensuite gratuitement dans les rues de la capitale.
Nous avons un système de santé très fragile. Nous ne pouvons pas faire face à une pandémie de coronavirus. C'est pour ça qu'on doit mettre l'accent sur la prévention. Bien loin de Khartoum, près de Montréal, c'est également en équipe que l'on travaille, mais cette fois-ci à grande échelle. Jonathan, patron d'une distillerie de gin, s'est associé avec un industriel de l'alimentaire pour fabriquer du gel hydroalcoolique. Donc on s'est mis ensemble. Moi j'avais l'alcool, lui avait la technologie, les équipements et les éléments nécessaires comme la glycérine et la cellulose. Puis on a décidé de fabriquer ensemble ce gel-là. Les autorités canadiennes n'ont mis qu'une semaine à délivrer les autorisations nécessaires. Jonathan emploie une trentaine de personnes. L'activité a pu être maintenue durant la crise. Et grâce à ce gel-là, j'ai rappelé pratiquement 75% des employés. Après ma barre, notre intention, c'est d'occuper le monde, de garder le monde ici à l'emploi. Jonathan envisage même de poursuivre sur cette voie. Au Luxembourg, les autorités ont anticipé et constitué des stocks de masques bien avant la crise. Résultat, le pays est en mesure d'en distribuer gratuitement à la population. Dans la commune de Mamers, les 10 000 habitants reçoivent par la poste 5 masques chacun toutes les 2 semaines. De quoi permettre à Patrick, un boulanger français installé sur la commune, de faire tourner son commerce. Tout est simple. Chaque annonce est faite pour nous aider et est suivie surtout. Ce n'est pas des paroles en l'air. Et ça, on a besoin de ça. Une question de choix politique. Nous disposons des moyens financiers pour assurer ça, parce que je peux vous garantir, simplement pour la commune de Mamers, ça coûte entre 300 et 500 000 euros. À l'autre bout de l'Europe, c'est une véritable bombe sanitaire qui menace d'exploser dans les îles grecques. Plus de 40 000 réfugiés vivent dans des conditions désastreuses, répartis dans 5 camps, initialement prévus pour accueillir 6 000 personnes au total. Un tiers de ces réfugiés, les grands oubliés de la crise, sont des enfants. On n'a même pas d'eau pour se laver les mains. Firuzan, 11 ans, a perdu son père, assassiné par les talibans en Afghanistan. Elle est arrivée de Turquie il y a 1 an, avec son petit frère et sa mère. On ne fait rien pour nous ici. Lorsqu'un de mes enfants tombe malade, on nous dit que les médecins grecs n'ont pas le temps. Depuis le confinement en Grèce, rares sont les ONG à travailler encore au camp de réfugiés de Moria. Résultat, promiscuité, manque d'hygiène, de soins, un cocktail explosif. Il faut donc s'organiser seul à travers un projet baptisé La Vague de l'Espoir, créé pour les réfugiés, par les réfugiés. Pour stopper la propagation du virus. Parmi les actions concrètes, cette école laïque où Firuzan a appris les gestes barrières. Les enseignants sont des réfugiés, tout comme les docteurs. Les habitants de ce camp vivent dans une situation critique, car dans un espace très réduit se trouvent plus de 25 000 réfugiés. C'est par conséquent très difficile de contrôler l'éventuel développement du virus. Le projet mise sur la sensibilisation pour éviter la contagion et la propagation, à l'image de ce petit film réalisé avec des téléphones. Dans les quartiers populaires de Madagascar, ce sont les enfants qui ont la parole pour délivrer les messages de prévention à travers des petits clips tournés dans la rue. Tablier enfilé, concentré sur sa gestuelle, Fafa, 9 ans, est en plein tournage. Top, hein? Allez, top, action. Elle joue le rôle d'une vendeuse de rue durant le confinement à Madagascar. Dans ces vidéos postées sur Facebook qui ont ému près de 500 000 internautes en 2 semaines, cette troupe de théâtre d'enfants pose un autre regard, touchant et poétique, sur le quotidien des plus démunis durant le confinement. J'en ai presque eu la migraine et ça me mine. Je n'ai gagné que 12 centimes avec mes goyaves. Ma famille et moi, on va dormir sans manger. Pourtant, j'espérais pouvoir vendre mes feuilles de thé. Une critique en chanson et en rime qui sonne juste, car les comédiens vivent réellement ce qu'ils jouent. Depuis le confinement, les parents de Fafa ont vu leur revenu passer de 7 à 1 euro par jour. Je viens d'acheter 2 kilos de riz à 80 centimes d'euros, des breads à 25 centimes d'euros. Les 2,50 € que j'avais ne suffisent pas.
Nous devons tenir toute une journée avec cette somme. À travers l'humour et la poésie, la metteuse en scène veut surtout interpeller l'État sur des sujets tabous, comme les détournements des aides destinées aux plus vulnérables. Notre objectif, c'est que l'État regarde de plus près ce qui se passe à la base et vérifie qui surveille les aides données par l'État. On a l'impression que le président ment, car nous ne recevons pas d'aide, alors que le problème vient des responsables qui ne les distribuent pas. Inégalité sociale et mesures de confinement, c'est bien tout l'enjeu dans des pays où les profondes disparités éclatent au grand jour. Dans certains pays comme le Brésil, il faut choisir, manger ou se confiner. Au Brésil, l'isolement contre le coronavirus est directement lié à la classe sociale. Il s'agit d'une mesure prise surtout par ceux de la classe moyenne aisée, par ceux qui peuvent se permettre de rester à la maison et travailler de la maison. Mais ce n'est pas la réalité de la plupart des travailleurs qui sont obligés de sortir tous les jours et prendre les transports en commun. Et au milieu, le président Jair Bolsonaro, qui harangue les foules, brave les consignes et s'en prend ouvertement aux gouverneurs des États du pays qui font le choix du confinement. Pour lui, l'économie avant la santé. Maintenant, c'est Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous. Message entendu pour ses partisans qui, eux aussi, bravent les interdits pour descendre dans la rue. On ne risque rien en plein air et surtout, Dieu est tout-puissant. Il connaît nos motivations et Bolsonaro est un homme des dieux. Des rues de Rio à la banlieue où Rogério, chef d'entreprise, prend la tête d'une manifestation de petits commerçants. Nous avons organisé un cortège de voitures avec les commerçants du quartier pour voir si on arrive à changer cette situation. Car ils ont tout fermé, on est tous sans travail depuis plus d'un mois. Les gens n'ont pas peur de la pandémie, les gens ont peur de mourir de faim. Tous sont logés à la même enseigne et c'est bien le spectre de la faillite qui fait peur. J'ai 44 salariés qui n'ont pas été payés en mars et la banque ne me donne pas de crédit. Et moi, je risque de rester sans travail pendant des mois. Et le pays a beau devenir l'un des principaux foyers mondiaux de l'épidémie, pour Rogério, le messie du moment, c'est bien Jair Bolsonaro. Il ne serait pas fou au point de mettre la vie de 200 millions de personnes en danger s'il n'était pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Donc on croit en lui. Le Brésil va gagner et Bolsonaro aussi. Dans les favelas de Rio, où s'entassent près d'1,5 million de personnes, la crise ne fait qu'aggraver une situation déjà bien précaire. Comment voulez-vous que les gens restent chez eux sans travailler et sans gagner d'argent? En plus, dans les supermarchés, on ne peut plus rien acheter. Plongé entre la misère et la menace d'un virus mortel, l'unique solution pour s'en sortir reste l'entraide entre habitants. Voilà, on a du riz, des haricots, juste un paquet de chaque. On ne peut pas faire plus pour le moment. C'est pour les familles les plus pauvres, celles qui n'ont pas de revenus, qui ne reçoivent aucune aide du gouvernement. Cette pandémie va provoquer le chaos. Dans le quartier, pas d'eau courante, impossible donc de se laver les mains plusieurs fois par jour, de respecter les règles d'hygiène de base. Iraci, 78 ans, vit seul dans cette petite maison. Je n'ai de l'eau que le soir. Je remplis un bidon pour en garder pour en avoir le matin. On ne peut pas aller vivre ailleurs, donc on va souffrir ici. En plus, j'ai du diabète et de l'hypertension. Dans les favelas de Rio, face à la gestion présidentielle, la colère gronde. Son raisonnement, c'est que tous les pauvres doivent aller au front pour continuer à travailler et mourir. On va perdre nos familles, on va tout perdre. Et puisque le gouvernement ne fait rien, les trafiquants de drogue qui contrôlent le quartier ont repris la main. Ce sont eux qui se chargent de faire respecter le confinement aux habitants. Ces jeunes sont nés ici. Ils ont toute leur famille, leur grand-mère qui vit ici. Ils prennent la souffrance de la population au sérieux. Alors ils finissent par prendre le rôle de l'État ici. Mais l'épidémie ne fait pas de nuances. Le coronavirus a frappé avec la même force pays riches et pauvres. Dans certains endroits, la Suisse s'est découvert un autre visage, celui de la pauvreté, comme ici à Genève, où chaque jour, 1500 personnes font près d'1 kilomètre de queue pour obtenir de l'aide alimentaire. 1 kilo de pâtes, 2 kilos de riz, une bouteille d'huile,
Et puis après, des fois, on a des produits frais qu'on peut rajouter. Ça, c'est vraiment la base. Et tous les jours, il faut préparer un peu plus de sacs pour aider une population précaire, la plupart du temps sans statut social. Depuis le confinement, ils ne travaillent plus dans les ménages, dans les restaurants, dans l'hôtellerie, etc., etc. Ils ont tenu le coup quelques semaines, ils ont apporté de l'argent, et là, ils sont à bout. Et c'est pour ça qu'on a été d'accord de refaire ça, parce que vous pouvez parler avec les gens. Ils ne reçoivent pas d'indemnité, ils ne sont pas au chômage, ils n'en peuvent plus. Il y a des familles entières qui vivent de ce sac, et ce sac, il coûte 20 francs. Crise sociale doublée d'une crise sanitaire, impossible de pouvoir se payer le médecin dans cette situation. Donc on ne va pas vous demander votre nom ni où vous habitez, c'est juste une enquête pour MSF et les HUG pour connaître en fait votre situation de santé. On a l'habitude de faire ce genre de choses, mais on n'aurait jamais pu imaginer qu'on allait faire ça en Suisse, à Genève, juste à côté de chez nous. La direction de la santé publique vous rappelle les consignes sanitaires à respecter. Au Canada, dans ce quartier de Montréal où résident de nombreux immigrés, les messages de prévention se veulent accessibles à tous, diffusés en 6 langues. Surtout dans un contexte de crise où finalement personne n'est en sécurité si tout le monde n'est pas en sécurité. Distribution de masques et la documentation qui vient avec. Et incitation à se rendre dans les cliniques de dépistage, peu importe son statut face à l'immigration. On ne voudrait surtout pas que ça les empêche de venir ici. Le service est vraiment offert à tous. On est vraiment pour protéger les gens qui sont atteints, protéger le quartier. Aux États-Unis, la mise à l'arrêt de l'économie a été brutale. En 2 mois, mars et avril, les chiffres du chômage atteignent un niveau sans précédent depuis plus de 80 ans. Plus de 36 millions d'Américains ont perdu leur travail du jour au lendemain et se retrouvent sans ressources, comme cette mère de famille sans emploi, contrainte de se rendre dans ce centre catholique pour nourrir sa famille. C'est un cauchemar, un vrai cauchemar. Je vis seule, oui. Et ça brise le cœur d'avoir à venir ici. C'est vraiment douloureux. Quelques rues plus loin, une autre banque alimentaire débordait elle aussi. La demande est montée en flèche en quelques semaines. En moyenne, on voit 1000 personnes par mois. En ce moment, on en voit plus d'1 millier par jour. Les entreprises annoncent tour à tour des licenciements massifs, des fermetures définitives d'usines. À New York, 1 million de personnes se sont inscrites au chômage en seulement 1 mois. Vous avez joint le département du travail. Nous sommes momentanément indisponibles en raison d'un trop grand nombre d'appels. Et la réponse est toujours la même, plusieurs dizaines de fois par jour. Caitlin vient de perdre son emploi de serveuse. Aujourd'hui, elle ne peut plus payer son loyer, comme 40% des New-Yorkais. Mes amis me prêtent de l'argent, alors que c'est le gouvernement qui devrait le faire. C'est eux qui doivent prendre soin de la population. Mais c'est comme ça que ça se passe ici. Aux États-Unis comme au Brésil, il n'y a qu'une seule alternative, l'économie d'abord. Plus de 3 millions de personnes se sont inscrites au chômage la semaine dernière. C'est un record, même au plus fort de la crise financière. Il y a 11 ans, on n'avait pas vu ça. C'est la conséquence d'une mise à l'arrêt brutale de l'économie américaine. Quasiment du jour au lendemain, les écoles, les restaurants, les magasins ont fermé leurs portes. Et malgré un vaste plan de relance de 2000 milliards de dollars, eh bien, les États-Unis vont continuer à perdre des millions d'emplois d'ici à l'été. Donald Trump est pressé de remettre les Américains au travail. Je vous propose d'entendre le président américain hier lors du point presse quotidien sur la pandémie. Nous devons nous remettre au travail. Notre peuple veut travailler. Ils veulent retourner au travail. Ils doivent y retourner. Nous allons parler de dates, nous allons parler avec beaucoup de grands professionnels. Mais ce pays a été construit sur la base du travail. L'économie mondiale à l'arrêt, le spectre de la récession est dans tous les esprits. La Banque mondiale dit même s'attendre à une situation inédite. Depuis plus de 150 ans, les économies des pays développés sont en danger. Le Canada, par exemple, a besoin de sa main-d'œuvre étrangère et va donc rouvrir pour elle ses frontières. Du coup, au Mexique, des milliers de paysans préparent leurs valises. José-Luis doit embarquer dans quelques heures pour le Canada. Je prépare ma valise. J'emporte juste le nécessaire, surtout mon gilet pour le froid.
Alors que la pandémie fait rage, l'agriculture canadienne est paralysée, à court de bras. Comme José Luis, 30 000 paysans mexicains s'apprêtent à quitter leur famille pour sauver des récoltes à plus de 4 000 km de chez eux. Prenez bien soin de vous pendant mon absence. Il ne reverra les siens que dans 7 mois. Je suis inquiète pour lui parce que lors de son voyage, il risque d'être contaminé par le virus. Je t'aime, papa. Même si je ne te l'ai jamais dit, tu vas beaucoup nous manquer. La patronne de José Luis aurait dû les voir arriver début avril, mais au beau milieu de la crise sanitaire, ses employés ont failli ne jamais pouvoir venir. En voyant aussi que c'était impossible pour les travailleurs de voyager à ce moment-là, on s'est remis en question de qu'est-ce que ça va être notre saison cette année, comment on va faire pour y arriver. C'est plus qu'important. On a absolument besoin de ces travailleurs sur nos fermes là, pour le bon fonctionnement. Le soir même, l'aéroport de Mexico est vide. Seuls 3 vols au départ, 3 charters spécialement affrétés par le Canada pour transporter José Luis et 400 autres travailleurs. Écartez-vous, gardez votre distance de sécurité. Des mesures strictes ont été prises pour permettre cette migration. À leur arrivée au Canada, les travailleurs seront placés 14 jours en quarantaine, pendant lesquels ils seront payés par leur patron. J'ai reçu mon permis d'entrée au Canada. Maintenant, j'essaie de me concentrer sur mon travail et j'espère que tout se passera bien. Le virus fait plus de ravages au Canada que dans leur propre pays. Pour sortir de la pauvreté, des milliers de travailleurs comme eux n'ont pas d'autre choix que de braver la peur. Le 8 avril 2020 restera dans l'histoire comme une date symbolique. Après 2 mois et demi de confinement, la Chine lève progressivement les mesures de restriction imposées dans la région de Wuhan, berceau de l'épidémie. À partir du mois suivant, l'Europe entame un déconfinement lent, progressif et retrouve un semblant de vie normale dans la crainte d'une seconde vague et d'un retour à des mesures sanitaires contraignantes. Signe peut-être que rien ne sera plus comme avant. L'Organisation mondiale de la santé semble en être convaincue. Nos vies vont changer à jamais. Nous allons devoir apprendre à vivre avec un ennemi invisible. Ce virus pourrait très bien devenir endémique et ne jamais disparaître. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour investir dans les systèmes de santé, investir dans l'anticipation. Comme je dis toujours, c'est ce qui hante mes nuits et c'est ce qui devrait hanter les nuits de tous.